La neige tombait doucement sur St. Mary Mead en cette veille de Noël, recouvrant les rues d'un manteau blanc qui reflétait les lumières colorées des décorations de Noël. Miss Jane Marple ajustait son châle de laine en observant par la fenêtre de sa maison, admirant comment le petit village anglais se transformait en un décor digne d'une carte postale. À ses 80 et quelques années, elle avait déjà vécu de nombreux Noëls, mais chacun apportait sa propre magie particulière. Le téléphone sonna de manière insistante, brisant la tranquillité de l'après-midi. C'était l'inspecteur Craddock, sa voix sonnant inhabituellement perturbée, à l'autre bout du fil. Il expliqua qu'il faisait face à une situation extraordinaire, au commissariat local, et avait besoin d'urgence de son aide, quelque chose qu'il admettait rarement, à voix haute. Miss Marple, sa curiosité aiguisée, accepta immédiatement de lui rendre visite, même si c'était la veille de Noël. En arrivant au commissariat, elle trouva une scène assez particulière. Le hall était décoré de guirlandes et d'un petit sapin de Noël, mais l'atmosphère était de confusion absolue. 6 personnes étaient assises sur des chaises inconfortables, toutes affichant des expressions variant entre l'irritation et la nervosité, comme si elles étaient prises dans un jeu dont personne n'avait expliqué les règles convenablement. L'inspecteur Craddock l'accueillit avec un soulagement évident. Il expliqua que toutes ces personnes étaient arrivées au commissariat au cours des 2 dernières heures, chacune apportant une partie d'une lettre mystérieuse. Les lettres, une fois réunies, révélaient l'emplacement d'un précieux collier de diamants qui avait disparu il y a 30 ans, du manoir Ashworth, une affaire jamais résolue qui hantait la police locale. Miss Marple observa attentivement chacun des présents. Il y avait Madame Eleanor Ashworth, petite-fille du propriétaire original du collier, une femme élégante, d'âge moyen, aux yeux pénétrants. À ses côtés se trouvait le révérend Thomas Whitfield, un homme bienveillant qui semblait sincèrement déconcerté d'être là. Un jeune avocat nommé Philip Morton feuilletait nerveusement quelques papiers, tandis que la bibliothécaire Dorothy Green restait étrangement calme, comme si elle était habituée aux situations inhabituelles. Complétèrent le groupe un antiquaire nommé Harold Finch, dont les doigts ne cessaient de tambouriner sur le bras de la chaise, et une jeune journaliste indépendante, Amanda Brooks, qui avait déjà discrètement sorti son carnet de notes. Tous avaient reçu leurs lettres respectives par différents moyens. Courrier, livraison personnelle, dans un livre, et ainsi de suite. Le mystère commençait là, mais Miss Marple soupçonnait que ses racines étaient beaucoup plus profondes. L'inspecteur Craddock soupirait profondément en expliquant qu'il ne pourrait libérer personne avant que l'affaire ne soit éclaircie, car les lettres suggéraient que le collier serait exposé publiquement à minuit. Miss Marple acquiesça pensivement, ses yeux bleus brillants de cette perspicacité qui avait résolu tant de mystères au fil des années, tout en se demandant qui avait orchestré cette réunion inhabituelle et pourquoi précisément la veille de Noël. Miss Marple s'installa confortablement sur une chaise que l'inspecteur Craddock avait gentiment apportée de son bureau. Elle sortit son tricot de son sac à main, un geste qui détendait toujours l'atmosphère et faisait baisser la garde des gens. Les aiguilles commencèrent leur danse familière, tandis qu'elle demandait doucement si quelqu'un voulait bien partager comment il avait reçu sa mystérieuse lettre. Eleanor Ashworth fut la première à parler, sa voix teintée d'aristocratique résignation. Elle expliqua qu'un coursier avait livré l'enveloppe à son hôtel le matin même, sans aucune indication de l'expéditeur. La lettre contenait un fragment de texte qui mentionnait « La clé du passé repose dans le présent » et des coordonnées précises qui l'avaient emmenée directement au commissariat. Elle admit qu'après 30 ans de recherches infructueuses du collier de sa famille, elle était prête à suivre n'importe quelle piste, aussi étrange soit-elle. Le révérend Whitfield raconta ensuite comment il avait trouvé sa lettre glissée dans le missel de l'église pendant qu'il préparait la messe de minuit. Le fragment parlait de rédemption et de vérité cachée sous les apparences. Il avait d'abord pensé à une blague de mauvais goût, mais quelque chose dans le ton de la lettre
l'avait convaincu de venir. Peut-être l'espoir que cela pourrait apporter la paix à une vieille blessure de la communauté. Philip Morton, l'avocat, révéla d'une voix légèrement tremblante qu'il avait hérité sa lettre de son grand-père décédé récemment. Elle se trouvait dans une enveloppe, scellée avec instruction de l'ouvrir uniquement la veille de Noël 2025. Son fragment mentionnait « les secrets de famille protégés par le silence des générations ». Il ne comprenait pas pourquoi son grand-père, un homme simple qui avait été jardinier au manoir Ashworth dans sa jeunesse, serait impliqué dans cette affaire. Dorothy Green, la bibliothécaire, expliqua calmement qu'elle avait découvert sa lettre cachée dans un livre rare sur l'histoire locale qu'un donateur anonyme avait déposé à la bibliothèque la semaine précédente. Son fragment contenait une citation énigmatique. La connaissance est gardée par ceux qui préservent les histoires. Elle avouait avoir toujours été fascinée par l'affaire Ashworth et avait mené ses propres recherches discrètes au fil des années. Harold Finch, l'antiquaire, admit avoir reçu sa lettre d'une manière plus directe. Un client mystérieux était entré dans sa boutique 3 jours auparavant et lui avait vendu un vieux coffret contenant la lettre et une photographie jaunie du collier disparu. Son fragment disait simplement « La valeur réelle n'est pas toujours celle qu'on croit ». Il était venu au commissariat autant par curiosité professionnelle que par un sentiment croissant que cette affaire pourrait révéler quelque chose d'important. Amanda Brooks, la journaliste, fut la dernière à parler, son enthousiasme perçant malgré la situation étrange. Elle avait reçu sa lettre par email d'une adresse anonyme, accompagnée de documents numérisés sur l'affaire originale. Son fragment évoquait la vérité qui attend d'être racontée. Elle avoua honnêtement qu'elle voyait là l'opportunité d'un article extraordinaire, mais aussi qu'elle sentait qu'il y avait une injustice ancienne qui demandait à être corrigée. Miss Marple demanda poliment à voir toutes les lettres réunies. L'inspecteur Craddock les disposa soigneusement sur une grande table, et ensemble, ils formaient un message complet qui ressemblait à un poème énigmatique. Le texte révélait que le collier n'avait jamais quitté St. Mary Mead et se trouvait là où le temps s'arrête et où les souvenirs demeurent, gardés par celle qui connaît la valeur de la patience. La vieille dame examina chaque fragment avec attention, notant la qualité du papier, l'encre utilisée, et même la façon dont les lettres avaient été pliées. Elle remarqua que malgré les différents modes de livraison, toutes les lettres semblaient avoir été écrites par la même main. Une écriture élégante et quelque peu tremblante, qui suggérait une personne âgée. Cela la fit réfléchir aux personnes du village qui auraient orchestré une telle mise en scène élaborée. Eleanor Ashworth s'impatienta légèrement, demandant pourquoi il ne suivait pas simplement les indices pour récupérer le collier immédiatement. Miss Marple leva doucement les yeux de son tricot et expliqua avec sa sagesse caractéristique que se précipiter risquait de leur faire manquer le véritable message. Elle suggéra que peut-être le collier lui-même n'était pas l'objectif principal de cette énigme, mais plutôt la réunion de ces 6 personnes spécifiques en ce lieu et ce moment précis. Le révérend Whitfield hocha pensivement la tête, commentant que Miss Marple avait probablement raison. Il mentionna qu'il avait toujours soupçonné que la disparition du collier n'était pas un simple vol, mais plutôt un acte délibéré destiné à protéger quelque chose ou quelqu'un. Dans une petite communauté comme St. Mary Mead, les secrets avaient tendance à se transmettre de génération en génération, souvent déformés par le temps, mais gardant toujours un noyau de vérité. Dorothy Green intervint alors, révélant qu'au cours de ses recherches à la bibliothèque, elle avait découvert que 6 personnes étaient présentes au manoir Ashworth la nuit de la disparition du collier. Il y avait le propriétaire, Lord Ashworth, son majordome, le jardinier, la gouvernante, le révérend du village de l'époque, et curieusement, une jeune bibliothécaire qui cataloguait la collection privée de livres du Lord. 5 de ces personnes étaient décédées, mais elle avait toujours eu le sentiment qu'il manquait un témoignage crucial. Miss Marple sourit doucement.
ses yeux pétillants, révélant qu'elle venait de faire une connexion importante. Elle demanda à chacun des présents s'ils connaissaient les liens que leurs ancêtres ou prédécesseurs avaient avec les personnes présentes cette nuit fatidique de 1995. Silence pensif s'installa dans la salle, chacun commençant à réaliser que leur présence n'était pas du tout aléatoire, mais soigneusement orchestrée. L'inspecteur Craddock se gratta la tête, commençant à comprendre où Miss Marple voulait en venir. Il sortit le vieux dossier de l'affaire Ashworth de ses archives et commença à lire les noms des personnes interrogées à l'époque. À chaque nom, l'un des présents réagissait avec surprise, reconnaissant un grand-parent, un prédécesseur, ou dans le cas d'Eleanor, son propre grand-père, le Lord Ashworth lui-même. Miss Marple suggéra qu'ils examinent plus attentivement les archives de l'affaire originale, car souvent les détails négligés contenaient les clés des mystères les plus complexes. L'inspecteur Craddock étala les vieux rapports de police sur la table. Des documents jaunis qui sentaient mat le temps passé et les secrets enfouis. Chacun se pencha avec curiosité, découvrant pour la première fois les détails complets de cette nuit mystérieuse de décembre 1995. Le rapport initial décrivait une soirée de Noël au manoir Ashworth, une célébration apparemment joyeuse, qui s'était terminée par la découverte que le précieux collier de diamant familial avait disparu de son écrin. Lord Ashworth avait immédiatement appelé la police, insistant sur le fait qu'aucun des invités ou du personnel n'avait quitté la propriété. Une fouille minutieuse avait été effectuée, mais le collier semblait s'être évaporé dans l'air de la nuit hivernale. Philip Morton remarqua avec émotion un témoignage de son grand-père, le jardinier Thomas Morton. Le vieil homme avait déclaré avoir vu une silhouette près de la serre vers minuit, mais n'avait pas pu identifier la personne dans l'obscurité. Il avait mentionné que cette personne semblait transporter quelque chose de petit, mais lorsqu'il s'était approché, il n'avait trouvé personne. Les enquêteurs de l'époque avaient noté ce témoignage, mais l'avaient considéré comme peu fiable, en raison de la mauvaise visibilité. Amanda Brooks, avec son instinct de journaliste, attira l'attention sur une incohérence dans les déclarations. La gouvernante de l'époque, Madame Iris Finch, avait mentionné avoir entendu des voix dans la bibliothèque vers 11 heures du soir. Mais personne d'autre n'avait corroboré cette observation. Harold Finch pâlit légèrement en entendant le nom de sa grand-mère, réalisant que sa famille avait été plus impliquée dans cette affaire qu'il ne l'avait jamais su. Dorothy Green découvrit dans les notes une mention de sa prédécesseur à la bibliothèque du village, Miss Catherine Green, qui avait été au manoir pour cataloguer des livres rares. Elle avait été interrogée longuement, car elle était l'une des dernières personnes à avoir vu le collier avant sa disparition. Miss Catherine avait insisté sur le fait qu'elle était dans la bibliothèque toute la soirée, absorbée par son travail, et n'avait rien remarqué d'inhabituel. Le révérend Whitfield trouva les notes concernant son prédécesseur, le révérend Edmund Whitfield, qui avait été invité au manoir pour bénir la nouvelle chapelle privée de Lord Ashworth. Il avait déclaré avoir passé la majeure partie de la soirée en prière et en méditation dans la dite chapelle, ne se joignant aux autres que brièvement pour le dîner. Son témoignage avait été jugé crédible et il n'avait jamais été considéré comme suspect. Miss Marple tricotait pensivement, ses aiguilles cliquetant rythmiquement, tandis qu'elle absorbait toutes ces informations. Elle fit remarquer que ce qui était fascinant, c'était non pas ce que les gens avaient dit, mais plutôt ce qu'ils n'avaient pas dit. Dans sa longue expérience, elle avait appris que les secrets les plus profonds se cachaient souvent dans les silences, dans les mots non prononcés et les regards détournés. Elle demanda alors si quelqu'un dans la pièce connaissait des histoires familiales, des secrets transmis à voix basse concernant cette nuit fatidique. Un silence pensif s'installa dans le commissariat, alors que la neige continuait de tomber dehors. Eleanor Ashworth finit par rompre le silence, sa voix plus douce qu'auparavant, teintée de vulnérabilité. Elle admit que son grand-père, Lord Ashworth, avait changé après cette nuit-là, devenant distant et mélancolique.
Avant de mourir, il lui avait confié que le collier avait moins d'importance que ce qu'il représentait et que certains sacrifices étaient nécessaires pour protéger ceux qu'on aimait. Philip Morton partagea alors un souvenir troublant de son grand-père. Quelques jours avant sa mort, le vieil homme lui avait parlé de loyauté et d'honneur, expliquant que parfois, garder le silence était la chose la plus noble qu'on puisse faire. Il avait mentionné qu'il avait vu quelque chose cette nuit-là, qu'il n'avait jamais révélé à la police, quelque chose qui aurait brisé des vies innocentes. Philip avait pensé que c'était simplement les divagations d'un homme âgé, jusqu'à ce qu'il découvre la lettre. Harold Finch hésita longuement avant de parler, ses doigts cessant enfin leur tambourinage nerveux. Il révéla que sa grand-mère, la gouvernante Iris Finch, avait quitté son emploi au manoir peu après l'incident et était devenue étrangement prospère, ouvrant une petite boutique d'antiquités qui avait financé l'éducation de sa famille. Elle n'avait jamais expliqué d'où venait cet argent, et la famille avait toujours supposé qu'elle avait fait un héritage inattendu d'un parent éloigné. Dorothy Green prit une profonde inspiration avant de partager son propre secret familial. Miss Catherine Green, sa grand-tante, avait laissé un journal intime qui n'avait été découvert qu'après sa mort, l'année précédente. Dans ce journal, elle avait écrit de manière cryptique sur un acte de compassion nécessaire et sur la protection de l'innocence à tout prix. Dorothy avait trouvé ces entrées troublantes, mais n'avait jamais compris leur signification jusqu'à ce soir. Le révérend Whitfield ferma les yeux un moment, comme s'il priait pour trouver les bons mots. Il révéla que son grand-oncle, le révérend Edmund, avait laissé une lettre scellée qui ne devait être ouverte qu'après le décès de toutes les personnes présentes au manoir cette nuit-là. Cette lettre avait été ouverte récemment, après la mort du dernier témoin vivant, et elle contenait une confession partielle qui suggérait que le vol n'en était pas vraiment un, mais plutôt un arrangement tacite entre plusieurs personnes. Amanda Brooks écoutait avec fascination, son carnet de notes se remplissant rapidement. Elle partagea qu'en recherchant des articles d'époque, elle avait découvert que Lord Ashworth avait fait face à des difficultés financières importantes dans les mois précédant la disparition du collier, mais qu'étrangement, ces problèmes s'étaient résolus peu après, sans explication claire. Plusieurs membres du personnel avaient également connu des améliorations soudaines de leur situation financière. Miss Marple posa délicatement son tricot et regarda chaque personne avec ses yeux perçants, mais bienveillants. Elle dit doucement qu'un tableau commençait à se former, un tableau d'une communauté qui avait choisi de protéger un secret collectif. Mais la question demeurait, quel était ce secret? Et pourquoi quelqu'un avait-il décidé, 30 ans plus tard, qu'il était temps de le révéler? Elle suggéra que peut-être la personne qui avait orchestré cette réunion voulait non pas exposer la vérité brutalement, mais permettre une résolution en douceur. L'horloge du commissariat sonna 9 heures, rappelant à tous qu'il n'avait là plus que 3 heures avant la supposée révélation de minuit. L'inspecteur Craddock apporta du thé et des biscuits de Noël, créant une atmosphère presque chaleureuse malgré l'étrangeté de la situation. Miss Marple versa le thé avec grâce, utilisant ce moment de répit pour organiser ses pensées et observer les interactions subtiles entre les personnes présentes. Eleanor Ashworth s'approcha de Philip Morton et engagea une conversation à voix basse. Elle lui demanda ce que son grand-père avait vu exactement dans les jardins cette nuit-là. Philip admit qu'il ne savait pas avec certitude, mais que dans les derniers jours de sa vie, son grand-père avait murmuré quelque chose sur une jeune femme en détresse et sur faire ce qui était juste. Cette révélation fit réfléchir Eleanor, qui se souvenait que sa propre grand-mère, l'épouse de Lord Ashworth, était décédée jeune, laissant son grand-père veuf avec un jeune fils. Dorothy Green s'approcha de Miss Marple avec une révélation supplémentaire. En relisant le journal de sa grand-tante la veille au soir, elle avait remarqué une entrée qu'elle avait d'abord négligée. Miss Catherine avait écrit
Aujourd'hui, j'ai aidé une âme en peine à trouver un nouveau départ. Le prix était élevé, mais certaines choses valent plus que les diamants. Cette entrée datait précisément du lendemain de la disparition du collier. Harold Finch, encouragé par l'atmosphère de confiance qui se développait, admit quelque chose qui le troublait depuis des années. Parmi les effets personnels de sa grand-mère, il avait trouvé une photographie d'une jeune femme avec un bébé, datée de 1996. Au dos était écrit « Nouvelle vie, nouveau départ, que Dieu vous bénisse ». Il n'avait jamais su qui étaient ces personnes, mais maintenant il commençait à comprendre que sa grand-mère avait peut-être aidé quelqu'un à disparaître. Le révérend Whitfield partagea le contenu complet de la lettre de son grand-oncle, qu'il avait apportée avec lui par instinct. La lettre expliquait que Lord Ashworth avait une sœur cadette, Margaret, qui était tombée amoureuse d'un homme inapproprié selon les standards de l'époque. Lorsqu'elle s'était retrouvée enceinte et abandonnée, Lord Ashworth avait voulu l'aider, mais la société rigide de l'époque rendait la situation impossible. La famille risquait le scandale et la ruine sociale. Amanda Brooks fit une recherche rapide sur son téléphone et découvrit un détail fascinant. En 1996, une certaine Margaret Ashford, notée le changement d'une seule lettre, était apparue dans un village côtier à plusieurs centaines de kilomètres où elle avait ouvert une petite librairie. Elle était venue avec un bébé et suffisamment d'argent pour démarrer une nouvelle vie. Elle était décédée paisiblement l'année précédente, à l'âge de 75 ans, laissant derrière elle une fille prospère et des petits-enfants. Miss Marple sourit doucement, les pièces du puzzle s'assemblant enfin dans son esprit brillant. Elle expliqua que ce qu'il découvrait n'était pas une histoire de vol, mais une histoire de compassion collective. Les personnes présentes au manoir cette nuit-là avaient toutes participé à un plan pour donner à Margaret Ashworth une chance de vivre avec dignité. Le collier avait été volé, puis discrètement vendu, l'argent servant à établir Margaret dans sa nouvelle vie et à aider ceux qui avaient pris le risque de participer à ce plan généreux. Le silence qui suivit était empreint non pas de choc, mais d'une compréhension émue. Chacun réalisait que leurs ancêtres avaient choisi la bonté plutôt que la loi stricte, le cœur plutôt que le jugement. Mais une question demeurait. Où était le collier maintenant? Et pourquoi cette révélation se produisait-elle 30 ans plus tard? Miss Marple regarda l'horloge et dit doucement qu'il le découvrirait bientôt, car elle savait maintenant qui avait orchestré toute cette soirée. Miss Marple se leva lentement, s'appuyant légèrement sur sa canne, et demanda à l'inspecteur Craddock si elle pouvait utiliser son téléphone. Elle composa un numéro qu'elle semblait connaître par cœur et parla doucement pendant quelques minutes. Lorsqu'elle raccrocha, elle annonça que quelqu'un d'autre allait bientôt les rejoindre. Quelqu'un qui détenait la dernière pièce du puzzle. Les 6 personnes la regardèrent avec curiosité, mêlée d'appréhension. Une vingtaine de minutes plus tard, la porte du commissariat s'ouvrit pour laisser entrer une femme âgée, élégamment vêtue, malgré l'heure tardive et la neige. Elle devait avoir environ 75 ans, avec des cheveux argentés soigneusement coiffés et des yeux d'un bleu vif, remarquablement similaires à ceux d'Eleanor Ashworth. Elle s'avança dans la pièce avec une grâce naturelle, un léger sourire jouant sur ses lèvres malgré la nervosité évidente dans ses mains tremblantes. Miss Marple fit les présentations avec douceur. La nouvelle venue était Caroline Mitchell, née Margaret Ashworth, la sœur disparue de Lord Ashworth et donc la grand-tante d'Eleanor. Elle expliqua qu'elle vivait maintenant à St. Mary Mead depuis 6 mois, s'étant installée discrètement dans une petite maison à la lisière du village. Miss Marple l'avait reconnue lors d'une vente de charité et avait progressivement gagné sa confiance au fil de conversations sur le jardinage et les livres. Caroline s'assit lentement,
son regard parcourant chaque visage avec émotion. Elle commença son récit d'une voix légèrement tremblante, mais claire. Elle raconta comment, en 1995, elle s'était retrouvée dans une situation désespérée, enceinte et abandonnée, face à un frère qui l'aimait, mais était prisonnier des conventions sociales rigides de l'époque. Le scandale aurait ruiné non seulement sa vie, mais aussi celle de toute la famille, affectant les affaires et la position sociale de son frère. Elle expliqua que c'était le révérend Edmund Whitfield qui avait d'abord suggéré une solution. Lors d'une conversation privée avec Lord Ashworth, il avait mentionné que Dieu valorisait la compassion plus que la conformité sociale. Cette conversation avait planté la graine d'un plan audacieux. Lord Ashworth avait confié son dilemme au jardinier Thomas Morton, un homme loyal qui avait travaillé pour la famille pendant des décennies. Et progressivement, d'autres personnes de confiance avaient été incluses dans le cercle. Le plan avait été méticuleusement orchestré lors de cette soirée de Noël. Miss Catherine Green, la bibliothécaire, avait accepté d'aider Caroline à créer une nouvelle identité et à trouver un endroit sûr où vivre. La gouvernante Iris Finch avait utilisé ses connexions pour organiser le transport et l'hébergement initial. Chaque personne présente avait joué un rôle spécifique, créant un réseau de soutien qui avait permis à Caroline de disparaître sans trace et de commencer une nouvelle vie. Le collier, expliqua Caroline avec émotion, avait été vendu discrètement par un contact de confiance de l'antiquaire père d'Harold Finch. L'argent avait été divisé, une partie pour établir Caroline dans sa nouvelle vie, une partie pour dédommager chaque personne qui avait pris un risque en participant au plan, et une partie mise de côté pour l'avenir de l'enfant. Son frère avait déclaré le collier volé, sachant qu'aucune enquête ne révélerait la vérité car tous les participants garderaient le silence. Caroline révéla alors pourquoi elle avait orchestré cette réunion maintenant. Sa fille, Sarah, celle qui était née au cœur de tout ce drame, était récemment décédée d'une maladie soudaine. Avant de mourir, Sarah avait exprimé le désir de connaître sa vraie histoire et de remercier les descendants de ceux qui avaient aidé sa mère. Caroline avait réalisé qu'elle était probablement la dernière personne vivante à connaître toute la vérité, et elle voulait honorer les actes de bonté qui lui avaient été donnés une vie digne, avant qu'il ne soit trop tard. Un silence respectueux emplit la pièce, alors que chacun absorbait l'histoire extraordinaire de Caroline. Eleanor Ashworth fut la première à se lever, les larmes coulant librement sur ses joues. Elle s'approcha de sa grand-tante et l'étreignit longuement, murmurant des mots de réconfort et de bienvenue. Ce moment d'émotion brute brisa les dernières barrières de méfiance qui subsistaient entre les personnes rassemblées. Philip Morton s'essuya discrètement les yeux, submergé par la fierté envers son grand-père. Il comprenait maintenant pourquoi le vieil homme avait tant insisté sur l'importance de la loyauté et de l'honneur dans ces derniers jours. Thomas Morton n'avait pas seulement été un jardinier fidèle, il avait été un homme qui avait choisi de protéger une jeune femme vulnérable plutôt que de se conformer aveuglément aux règles sociales. Cette révélation donnait un nouveau sens à l'héritage familial de Philippe. Harold Finch regarda Caroline avec un respect nouveau. Il réalisa que sa grand-mère, loin d'avoir accepté un pot de vin, avait été une participante courageuse dans un acte de sauvetage. La prospérité soudaine de sa famille n'avait pas été le fruit d'un crime, mais une juste compensation pour avoir risqué sa position et sa réputation. Il se sentait fier de porter le nom de Finch et décida qu'il partagerait cette véritable histoire avec ses propres enfants. Dorothy Green s'approcha de Caroline avec son carnet de notes de bibliothécaire. Elle expliqua qu'elle aimerait documenter correctement cette histoire, non pas pour l'exposer publiquement, mais pour créer un registre privé qui honorerait la mémoire de tous ceux qui avaient participé. Caroline accepta avec gratitude,
reconnaissant que Dorothy avait hérité de la même discrétion et de la même intégrité que sa grand-tante Catherine. Le révérend Whitfield se leva et offrit une courte prière de gratitude, remerciant pour la compassion qui avait guidé ses prédécesseurs, et pour la grâce qui permettait maintenant la vérité d'émerger sans causer de dommages. Il mentionna que cette histoire serait un exemple merveilleux de la façon dont l'amour peut transcender les règles rigides et créer quelque chose de véritablement miraculeux. Amanda Brooks, la journaliste, ferma son carnet de notes avec une expression pensive. Elle annonça que bien qu'elle ait initialement vu là une opportunité d'article sensationnel, elle comprenait maintenant que certaines histoires étaient trop précieuses et trop personnelles pour être partagées avec le monde. Elle proposa plutôt d'écrire un article sur l'importance de la compassion communautaire, sans révéler les détails spécifiques de cette affaire. Caroline lui serra chaleureusement la main en signe de gratitude. Miss Marple, qui avait observé tous ces échanges avec satisfaction, prit finalement la parole. Elle expliqua comment elle avait peu à peu reconstitué le puzzle en écoutant les histoires de chacun et en les comparant au modèle de comportement humain qu'elle avait observé tout au long de sa longue vie. Elle avait compris que Caroline était la clé du mystère lorsqu'elle l'avait vue réagir émotionnellement à la mention du nom Ashworth lors d'une conversation apparemment anodine au village. L'inspecteur Craddock, qui était resté relativement silencieux, intervint finalement avec une question pratique. Il demanda à Caroline si elle savait où se trouvait actuellement le collier, car techniquement, il était toujours répertorié comme un objet volé dans les archives de la police. Caroline sourit mystérieusement et répondit qu'il le découvrirait très bientôt, car minuit approchait, et elle avait prévu une dernière surprise pour clôturer cette extraordinaire soirée de Noël. À 11h45, Caroline demanda à tous de la suivre à l'extérieur. Malgré le froid de la nuit et la neige qui tombait toujours doucement, le groupe sortit du commissariat avec curiosité. Caroline les guida à travers les rues enneigées de St. Mary Mead jusqu'à l'église, dont les vitraux brillaient chaleureusement dans l'obscurité. Le révérend Whitfield ouvrit la porte avec sa clé, et ils entrèrent tous dans la nef silencieuse et paisible, leurs pas résonnant doucement sur les dalles de pierre ancienne. Caroline les mena jusqu'à une petite chapelle latérale, celle-là même que Lord Ashworth avait fait construire, et que le révérend Edmund Whitfield avait béni cette fameuse nuit de 1995. Elle expliqua que c'était le seul endroit où le collier aurait été véritablement en sécurité, protégé non seulement par des murs, mais aussi par le respect sacré que tous portaient à ce lieu. Elle s'agenouilla devant l'autel avec une grâce qui démentait son âge, et demanda l'aide du révérend Whitfield pour déplacer une pierre discrète à sa base, dissimulée par des années de cire de bougie et de poussière pieuse. Derrière la pierre se trouvait une petite cavité qui contenait un coffret ancien, en velours bleu marine, miraculeusement préservé de l'humidité et du temps. Le révérend Whitfield le sortit délicatement, ses mains tremblant légèrement sous le poids de l'histoire qu'il tenait, et le plaça avec révérence sur l'autel. L'inspecteur Craddock s'avança, photographiant méthodiquement la scène pour les archives officielles, avant d'ouvrir le coffret avec une précaution extrême, comme s'il manipulait une relique sacrée. À l'intérieur, reposant sur un coussin de satin blanc jauni par le temps, se trouvait le collier Ashworth, ses diamants capturant et réfléchissant la lumière tremblante des bougies dans un spectacle absolument éblouissant. Un murmure collectif d'émerveillement parcourut le groupe assemblé dans la petite chapelle. Le collier était encore plus magnifique que ce que les photographies d'époque laissaient imaginer, avec des diamants parfaitement taillés, disposés dans un motif complexe qui évoquait des flocons de neige cristallins tombant en cascade. Eleanor Ashworth tendit une main tremblante vers l'héritage de sa famille, ses doigts s'arrêtant à quelques centimètres du bijou scintillant. Mais elle s'arrêta avant de le toucher, regardant Caroline avec une question muette dans ses yeux embués de larmes,
cherchant une permission qui transcendait la simple propriété matérielle. Caroline expliqua d'une voix douce mais claire que le collier n'avait jamais vraiment été vendu, contrairement à ce que tout le monde avait cru pendant 3 décennies. C'était une histoire soigneusement inventée pour protéger le secret et détourner toute investigation approfondie qui aurait pu révéler la vérité sur son départ. En réalité, Lord Ashworth et le révérend Edmund avaient décidé ensemble de le cacher dans l'église, ce sanctuaire inviolable, utilisant l'argent personnel considérable du Lord pour financer le nouveau départ de sa sœur et pour remercier généreusement ceux qui avaient pris des risques en aidant. Le collier était resté là, patient gardien silencieux d'un secret d'amour, attendant pendant 30 longues années que la vérité puisse enfin être révélée sans causer de scandale, de douleur ou de jugement social destructeur. Miss Marple hocha approbativement la tête, ses yeux bleus pétillants, admirant l'élégance morale de la solution trouvée par Lord Ashworth, en plaçant le collier dans un lieu sacré plutôt que de le vendre ou de le détruire. Il avait transformé un symbole de richesse matérielle et de statut social en quelque chose de bien plus profond et significatif. Un témoignage durable de l'amour fraternel et du sacrifice désintéressé. Le collier était devenu, en quelque sorte, une offrande silencieuse, mais éloquente, pour la sécurité et le bonheur futur de sa sœur bien-aimée, gardée par Dieu lui-même, et par la discrétion absolue de ceux qui connaissaient et protégeaient le secret avec leur propre honneur. L'horloge de l'église commença à sonner, les 12 coups de minuit, et les cloches joyeuses de Noël se joignirent à la mélodie solennelle, remplissant l'air froid de la nuit hivernale de leur son cristallin et festif qui résonnait à travers tout le village endormi. Caroline se tourna lentement vers Éléanor, ses mouvements empreints d'une dignité tranquille, et lui tendit symboliquement le coffret ouvert, expliquant avec émotion que maintenant que la vérité était enfin connue et acceptée, et que sa chère fille Sarah avait été honorée dans la mort comme elle le méritait, il était temps que le collier retourne à sa famille légitime et reprenne sa place dans l'histoire des Ashworth. Elle avait orchestré toute cette soirée élaborée, non seulement pour révéler le secret longtemps gardé, mais aussi pour restituer avec honneur ce qui avait été temporairement mis de côté par amour et par nécessité. Le matin de Noël se leva sur St. Mary Mead avec une beauté cristalline, le soleil faisant étinceler la neige fraîche comme un tapis de diamants. Miss Marple se réveilla dans son lit douillet, un sourire satisfait sur les lèvres en repensant aux événements extraordinaires de la nuit précédente. Elle se leva doucement et prépara son thé matinal, contemplant comment une histoire de séparation et de secret s'était transformée en une belle réconciliation familiale. Eleanor Ashworth avait pris une décision remarquable après avoir reçu le collier. Plutôt que de le garder comme un simple héritage familial, elle avait annoncé qu'elle le donnerait à un musée local avec une plaque commémorative honorant non seulement l'histoire de sa famille, mais aussi la mémoire de sa grand-tante Caroline et de sa fille Sarah. Une partie de la valeur estimée du collier serait utilisée pour créer une fondation aidant les jeunes femmes en difficulté, perpétuant ainsi l'esprit de compassion qui avait marqué toute cette histoire. Caroline et Éléanor avaient l'un dépassé le reste de la nuit à parler, rattrapant 30 années de séparation en quelques heures intenses d'échange. Elles avaient redécouvert qu'elles partageaient non seulement des traits physiques, mais aussi un amour pour les livres, le jardinage et une vision similaire de ce qui comptait vraiment dans la vie. Éléanor avait insisté pour que Caroline vienne vivre avec elle dans la maison familiale Ashworth, transformant ce qui avait été un lieu de secret douloureux en un foyer de réconciliation joyeuse. Philip Morton, Harold Finch, Dorothy Green et le révérend Whitfield avaient formé un lien inattendu cette nuit-là. Ils s'étaient promis de se réunir régulièrement pour honorer la mémoire de leurs ancêtres qui avaient fait preuve d'un tel courage et d'une telle compassion. Dorothy avait proposé de créer une exposition privée
à la bibliothèque documentant l'histoire sociale de St. Mary Mead, incluant subtilement cette histoire remarquable d'entraide communautaire, sans révéler les détails les plus personnels. Amanda Brooks avait tenu sa promesse de ne pas écrire d'articles sensationnels, mais elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, une histoire qui avait changé sa perspective sur le journalisme et sur la vie. Elle avait décidé de se concentrer sur des histoires qui mettaient en lumière la bonté humaine plutôt que le scandale, et elle avait déjà commencé à travailler sur une série d'articles célébrant les actes de compassion anonymes dans les petites communautés. L'inspecteur Craddock avait officiellement fermé l'affaire Ashworth, notant dans son rapport que le collier avait été retrouvé et restitué, que l'incident original était le résultat d'un malentendu familial résolu et qu'aucune poursuite ne serait engagée. Il avait ajouté une note personnelle dans ses archives privées exprimant son admiration pour la façon dont une communauté avait choisi la compassion plutôt que le jugement, créant un secret qui avait protégé plutôt que détruit. Miss Marple reçut la visite de Caroline et Eleanor dans l'après-midi de Noël. Elles lui apportèrent un cadeau, une broche ancienne qui avait appartenu à la mère de Lord Ashworth, un bijou modeste mais élégant, qui pâlissait en comparaison avec le collier de diamants, mais qui avait une valeur sentimentale inestimable. Caroline expliqua que sans la sagesse et la gentillesse de Miss Marple, cette histoire aurait pu rester enfouie, laissant des blessures non guéries et des vérités non dites. Au lieu de cela, elle avait facilité une résolution qui honorait le passé tout en créant un avenir plein d'espoir. Alors que la journée de Noël se terminait et que les lumières scintillaient à nouveau dans les fenêtres de St. Mary Mead, Miss Marple reprit son tricot près du feu. Elle réfléchissait à la façon dont les mystères de la vie n'étaient pas toujours des crimes à résoudre, mais parfois des histoires de cœur humain à comprendre. Le véritable mystère n'avait pas été où se trouvait le collier, mais pourquoi des gens ordinaires avaient choisi de faire quelque chose d'extraordinaire, par amour et par compassion. C'était, pensa-t-elle en souriant, le plus beau cadeau de Noël qu'elle pouvait imaginer. La preuve que la bonté humaine brillait plus fort que n'importe quel diamant.